47 jours. C'est le temps qu'elle avait passé enfermée sous terre. Pas de lumière du soleil, pas de voix. Rien que l'obscurité, des biscuits de mer et le bruit de son ongle grattant un poteau en bois. Une marque par jour. Car si elle perdait le compte, elle perdait la seule preuve qu'elle avait que le temps passait encore. Son père lui avait tout pris. Sa terre, sa liberté, le nom de sa mère. Tout, sauf la seule chose qu'il n'avait jamais pensé à chercher, son esprit. Cette chaîne raconte des histoires de l'Ouest américain, des histoires où l'amour d'une mère survit à sa propre vie, où des étrangers deviennent une famille, et où l'esprit humain refuse de se laisser enfermer. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui a la clé. C'est celle qui a continué à compter, même quand elle avait toutes les raisons d'arrêter. Si cela vous a donné des frissons, abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Cette histoire mérite de voyager loin. Le cadenas sur la porte de la cave n'était qu'un bloc de rouille. Son père, Arlen, serait bientôt là. Elle le savait toujours au bruit de sa botte gauche traînant dans la terre et au tintement de sa bouteille de whisky. Il était en avance, et ce n'était jamais bon signe. La porte grinça en s'ouvrant, et la lumière soudaine fut comme une gifle. « Tu as mangé ?» grogna Harlan. Elle se contenta de le fixer. « Je t'ai posé une question. Vous avez laissé des biscuits et de l'eau, dit-elle d'une voix neutre. « J'ai mangé. » L'ombre de Harlan emplit l'embrasure de la porte. Il sentait la sueur et l'alcool frelater. Il laissa tomber une assiette en fer blanc sur le sol. Encore des biscuits durs et un morceau de viande séchée qui ressemblait à du vieux cuir. « Maeve Dunlap est passée à la maison, dit-il. Nettie releva brusquement la tête et se détesta pour ça. « Que voulait-elle » demanda-t-elle en essayant de garder une voix stable. « La même chose que d'habitude. Juste fouiner, poser des questions sur toi. Je lui ai dit que tu avais encore de la fièvre. » Il s'accroupit devant elle, ses genoux craquant bruyamment dans le silence. « Elle m'a cru. Elle me croit toujours. Elle ne vous croira pas éternellement. » La main de Harlan jaillit et lui saisit le menton. Ce n'était pas un coup de poing, juste un rappel brutal de qui tenait la clé de ce cadenas rouillé. Elle le croira aussi longtemps que je le lui dirai. Tu me comprends? Nettie soutint son regard. Elle avait appris il y a des années que détourner les yeux ne faisait que le pousser à serrer plus fort. « Je comprends, » murmura-t-elle. Il la lâcha et se releva. « J'ai besoin que tu signes un autre papier. » Non, le mot était petit, mais il était solide comme un roc. Harlan se figea. « Qu'est-ce que tu viens de me dire? » J'ai dit non. J'ai signé l'acte de propriété pour la terre de maman. Vous avez eu ce que vous vouliez. Le visage de Harlan devint glacial. Il referma la lourde porte, les laissant tous les deux dans le noir. Cet autre acte, dit lentement Harlan, c'était pour les 40 acres. Ce papier, c'est pour les droits sur l'eau, les droits que ta mère a déposés avant de mourir. Je sais ce que c'est. Alors tu sais que ça vaut plus que la terre elle-même. Sans cette eau, la terre n'est que poussière. Avec, c'est la propriété la plus précieuse de ce côté de Junction City. C'est pourquoi je ne le signerai pas, dit Nettie, le dos plaqué contre le mur de la cave. Il la fixa un long moment, puis il se pencha, ramassa l'assiette de nourriture et sortit. Le cadenas cliqueta et ses pas s'éloignèrent. Nettie gratta une autre marque sur le poteau. Midi. 47 jours. Elle avait cessé d'attendre que quelqu'un vienne la chercher depuis longtemps. Josiah Crane était debout avant le soleil, ce qui était normal pour lui ces derniers temps. Depuis le décès de sa femme, Sarah, le calme du matin était le seul réconfort qu'il pouvait trouver. Il sella son cheval, Slate, et commença sa route vers Abilene pour acheter du fil de fer barbelé au magasin des Dunlap. Au milieu de la matinée, la chaleur du Kansas était déjà une chape de plomb. Maeve Dunlap était derrière le comptoir, en train de trier des clous. « Bonjour, Josiah. »« Maeve, j'ai besoin de 60 pieds de fil de fer, si vous en avez. »« Levi est en train de le chercher à l'arrière, » dit-elle, puis elle marqua une pause. « Vous êtes passé devant la propriété des Calloway en venant? »« Non, madame. J'ai pris la route du nord. Pourquoi? » Maeve s'appuya sur le comptoir, le visage sérieux. « Quelque chose ne va pas là-bas, Josiah. J'y suis passé 3 fois. Chaque fois, Harlan dit que Nettie est malade. D'abord une fièvre, puis la mélancolie. L'histoire change tout le temps. »« Ça pourrait être vrai, dit Josiah, ne voulant pas s'en mêler. « Pendant 7 semaines d'affilée,
J'ai connu sa mère, Ruth. Cette fille n'a pas la mélancolie. Elle a un père qui ne laisse personne la voir. Josiah soupira. Il voulait juste son fil de fer. Maeve, je connais à peine cet homme. Mais vous connaissiez Ruth, dit-elle, le stoppant net. Il l'avait connue. Elle lui avait apporté de la soupe après les funérailles de Sarah. Une femme calme et gentille qui s'était juste assise avec lui sur son porche quand il en avait le plus besoin. Ruth a laissé à cette fille ses 40 acres et les droits sur l'eau le long de la rivière Smoky Hill, continua Maeve. Harlan est criblé de dettes de jeu depuis sa mort. Vous pouvez faire le calcul. Que voulez-vous que je fasse? Demanda-t-il. Vous allez vers le sud de toute façon. Leur propriété est à seulement 2 miles de la route principale. Passez juste y jeter un œil. C'est tout. Si tout va bien, je vous donne le fil de fer gratuitement. Mais si ce n'est pas le cas, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, vous n'êtes pas le genre d'homme qui peut détourner le regard. Josiah remit son chapeau. Il avait 100 raisons de dire non. Mais à la place, il inclina simplement son chapeau et partit vers le sud. Le ranch des Calloway ressemblait à un endroit qui avait baissé les bras. Les clôtures penchaient et le jardin n'était que mauvaise herbe. Il arrêta son cheval et écouta. Tout ce qu'il entendit fut le bourdonnement des cigales dans la chaleur. Il était sur le point de faire demi-tour quand il entendit un bruit. C'était un son faible et étouffé, venant du sol derrière la maison. Il descendit de sa selle et contourna silencieusement l'arrière de la maison. C'est là qu'il la vit. Une cave à légumes avec une lourde porte en bois et un gros cadenas rouillé. Un cadenas sur une cave à légumes, c'était tout simplement anormal. Josiah s'agenouilla près de la porte. « Bonjour » appela-t-il. Il entendit un bruit de pas traînant à l'intérieur, puis une voix, sèche comme la poussière. « Qui est là? »« Je m'appelle Josiah Crane, je suis un voisin. » Il y eut une longue pause. « Êtes-vous avec mon père? »« Non, madame. Maeve Dunlap m'a demandé de prendre de vos nouvelles. » Il entendit un son qui aurait pu être un sanglot. « Maeve vous a envoyé? »« Oui, madame. »« Mon père est en ville. Il ne sera pas de retour avant le coucher du soleil. » Sa voix se fit plus forte, pleine d'un espoir désespéré. « Il y a un cadenas. Je le vois. La clé est dans la cuisine. Elle est accrochée à un clou, juste au-dessus du poêle. Il pense que je ne le sais pas. » Josiah se leva, se dirigea droit vers la porte de la cuisine et la trouva non verrouillée. La clé était exactement là où elle l'avait dit. Sa main ne trembla pas. Il retourna au cadenas, y glissa la clé et la tourna. La serrure s'ouvrit avec un claquement sec. Il souleva la lourde porte. Elle était assise sur le sol en terre battue, pâle et mince, mais ses yeux étaient clairs. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? » demanda-t-il à voix basse. « 47 jours, dit-elle. Et à cet instant, Josiah Crane sut qu'il n'était pas seulement venu pour du fil de fer. Il était venu pour répondre à une prière. La robe qu'elle portait était délavée et déchirée, probablement celle qu'elle portait quand il l'avait mise dans cette cave. Mais ses yeux étaient clairs comme un ciel de prairie. C'est ce dont il se souviendrait. Tout le reste chez elle semblait brisé, mais pas ses yeux. « Pouvez-vous vous tenir debout? » demanda-t-il. Elle se mit sur ses pieds sans aucune aide, s'appuyant juste une fois sur le mur. « Il voulait que je sois faible, pensa-t-elle, et je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Josiah lui offrit sa main. Elle la regarda un long moment avant de la prendre. Sa poigne était ferme. « Je dois vous dire quelque chose, » dit Nettie, clignant des yeux avec force dans la lumière soudaine. « Mon père m'a forcé à signer pour la terre de maman. Il m'a enfermé dans le noir et a dit que j'y resterai jusqu'à ce que je le fasse. Avez-vous signé? »« J'ai signé pour la terre, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas signé pour les droits sur l'eau. C'est pour ça qu'il m'a gardé là-dedans. Il vous dira que je suis malade d'esprit. Il dira à tout le monde que je suis instable. Et les gens le croiront, parce qu'il est plus facile de croire un père qu'une porte verrouillée. Il viendra me chercher, dit Nettie. Sa voix était stable, mais il sentit son dos se raidir contre sa poitrine alors qu'il chevauchait. Je m'y attends. Il a des amis, des hommes qui lui doivent des faveurs. Je m'attends à ça aussi. Alors pourquoi faites-vous ça? Josiah resta silencieux un moment. Le seul son était celui des sabots du cheval sur la terre battue. Parce que je n'ai pas aidé quelqu'un une fois, dit-il finalement. Et elle a fini enterrée dans un champ sans nom. Nettie ne répondit rien à cela.
Elle n'en avait pas besoin. Quand ils arrivèrent à son ranch, il l'aida à descendre et puisa une tasse d'eau au puits. « Vous resterez dans la maison, lui dit-il. Je dormirai dans la grange. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que non, mais c'était comme ça que ça va se passer. » Il adoucit un peu le ton de sa voix. Il y a une serrure sur la porte de la chambre. La clé est sur la commode. Elle se verrouille de l'intérieur. Quelque chose changea sur son visage. C'était le regard de quelqu'un qui voit qu'un homme a pensé à ce dont elle avait besoin avant même qu'elle n'ait à le demander. « Il y a autre chose, dit-elle, debout, le dos tourné vers lui. Ces droits sur l'eau que ma mère a déposés. Ils ne sont pas seulement précieux. Ils contrôlent l'irrigation de 3 ranchs entiers en aval, y compris la propriété du juge Pritt. » Elle se retourna pour lui faire face. « Mon père ne voulait pas seulement payer ses dettes de jeu. Il voulait le pouvoir sur les hommes mêmes qui pourraient statuer contre lui dans un tribunal. » Josiah laissa cette information faire son chemin. Si son père contrôlait l'eau, il contrôlait qui survivait ici. La voix de Nettie était stable comme le fer. « C'est pour ça qu'il m'a enfermé dans une cave pendant 47 jours, parce que je suis la seule chose qui se dresse entre lui et ce genre de pouvoir. » Josiah la regarda, debout dans sa robe déchirée, avec des cicatrices aux poignets, et il comprit. Ce n'était pas un sauvetage. C'était le début d'une guerre. Et cette fille n'était pas une victime. C'était une soldate. « Nous aurons besoin de Maeve, dit-il, et nous aurons besoin de preuves. Ma mère tenait un journal. Je l'ai caché sous le plancher de ma chambre il y a 3 ans, quand j'ai vu ce qu'il devenait. Vous saviez que ce jour viendrait, dit-il. Je priais pour que non. » Elle s'assit enfin sur la marche du porche et pour la première fois, ses épaules s'affaissèrent. Non pas de défaite, mais de pur épuisement. Mais ma mère m'a appris à espérer le meilleur et à me préparer au pire d'un homme. Le soleil baissait, étirant les ombres dans la cour. « Demain à la première heure, dit Josiah, j'irai à Abilene parler à Maeve. Ensuite, nous irons voir le shérif Briggs. Briggs joue aux cartes avec mon père. Je sais. Mais une cave verrouillée et des marques de corps ne font pas bonne impression, peu importe de qui vous êtes la fille. Il devra faire semblant d'être de notre côté. » Quelque part dans la prairie, un coyote hurla. Nettie se raidit une seconde, comme le fait d'une personne pour qui tout bruit soudain pourrait signifier qu'une lourde porte est sur le point de s'ouvrir. Josiah le vit mais ne dit rien. « Avez-vous faim? » demanda-t-il à la place. Il entra et revint avec du pain, du porc salé et un pot de confiture que sa défunte femme, Sarah, avait préparé. Il n'avait jamais pu les ouvrir jusqu'à présent. Nettie mangea lentement, comme quelqu'un qui réapprend à faire confiance à de la nourriture qui n'est pas assortie de conditions. Elle parla de sa mère, pas de la cave. « C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, dit Nettie. Elle est restée avec mon père parce qu'elle croyait que les gens pouvaient le changer. Elle avait tort sur ce point. Mais elle avait raison sur le fait que la terre est la seule chose qu'une femme peut posséder, qu'un homme ne peut pas lui soutirer par le charme. C'est pourquoi elle a déposé ses droits sur l'eau en son nom propre. Votre mère, Ruth, était une femme bonne, dit Josiah. Elle a apporté de la soupe à mon ranch après la mort de ma femme. Elle s'est assise sur ce même porche pendant 1 heure et n'a rien dit. C'était la meilleure conversation que j'ai eue de toute cette année. Un petit sourire effleura les lèvres de Nettie. Ça lui ressemble bien. Après un moment, sa voix devint dure et neutre. Mon père sera rentré à la maison maintenant. Il trouvera la cave ouverte. Il boira d'abord. D'ici demain matin, il aura inventé une histoire. Une histoire qui fera de lui le père lésé et de moi la fille ingrate. Le temps qu'il arrive en ville, la moitié d'Abilene secouera la tête en pensant au pauvre Arlen Calloway et à sa fille à problème. Vous le connaissez bien. J'ai eu 47 jours pour l'étudier. Il viendra ici. Et il apportera du papier, pas des points. Il a appris il y a longtemps que le papier fait plus mal. Alors nous ferions mieux d'avoir notre propre papier prêt, dit Josiah. Le journal, murmura Nettie. Elle regarda son ranch, la grange, la clôture qu'il avait construite de ses propres mains. Pourquoi Maeve vous a-t-elle envoyé? Je ne sais pas. Je crois que je sais, dit-elle en croisant son regard. Elle vous a envoyé parce que vous êtes le seul homme dans ce comté qui a déjà perdu quelqu'un qu'il n'a pas pu sauver. Elle savait que vous ne seriez pas capable de tourner le dos une deuxième fois. Josiah ne répondit pas, parce qu'elle avait raison. « Reposez-vous, dit-il. Verrouillez la porte. » Sur le seuil, elle s'arrêta. « Josiah,
Pendant 47 jours, j'ai compté. Chaque matin, je me disais que quelqu'un viendrait. Et chaque soir, je me disais que j'étais une idiote d'espérer. Elle le regarda par-dessus son épaule. Je n'étais pas une idiote. Il resta sur le porche et écouta jusqu'à ce qu'il entende la serrure tourner de l'intérieur. Josiah regarda la route sombre menant à Abilene. Il savait que Harlan Calloway était là-bas, fixant une cave fraîchement vide et complotant quelque chose de terrible. Le monde entier retenait son souffle. Pas un souffle de vent, pas même le cri d'un coyote. Le sommeil n'allait pas venir facilement. Demain, ils iraient en ville et commenceraient ce combat pour de bon. Josiah venait de se réveiller au son de bottes sur le porche quand il saisit son fusil. C'était à peine l'aube. Les pas s'arrêtèrent. « C'est juste moi », appela Nettie. « Je vous ai apporté du café. » Il laissa échapper un long soupir et sortit de la grange. Elle se tenait là, tenant 2 tasses en fer blanc, semblant plus forte à la lumière du matin, comme si elle s'était souvenue comment se tenir droite. « Avez-vous dormi un peu ?» demanda-t-il. « Un peu », dit-elle. « Plus qu'au cours des dernières semaines. Cette nouvelle serrure sur la porte a aidé. » Il prit d'une gorgée. Le café était assez fort pour décaper de la peinture. « Nous devons aller à Abilene ce matin, » dit Josiah. « Nous parlerons à Maeve, puis au shérif. »« Le shérif Briggs ne nous aidera pas, » répondit Nettie, la voix neutre. « Peut-être pas, » raisonna Josiah, « mais nous avons besoin que ce soit consigné. Si nous ne le faisons pas, votre père contrôle toute l'histoire. » Les mains de Nettie se resserrèrent autour de sa tasse. « Il y a autre chose. Mon père ne se contente pas de jouer aux cartes avec le shérif. Il le tient. Il détient une reconnaissance de dette de Briggs pour 300 $, suite à une mauvaise soirée l'hiver dernier. » Josiah posa sa tasse. La situation venait de devenir beaucoup plus grave. Donc la loi dans cette ville est déjà achetée et payée. Exactement, dit-elle. Mais ma mère était intelligente. Elle a déposé les droits sur l'eau séparément de l'acte de propriété de la terre. Ces droits sont toujours à mon nom. Pour l'instant. Le trajet jusqu'à Abilene fut silencieux, ne prenant qu'un peu plus d'1 heure. Nettie tenait bien son cheval, mieux que ce à quoi Josiah s'attendait pour quelqu'un qui avait passé 47 jours enfermé sous terre. Ses yeux balayaient constamment la route, à la recherche de tout signe de son père. Ils trouvèrent Maeve Dunlap balayant les marches du magasin général. Elle les regarda arriver, puis appuya son balai contre le mur et posa les 2 mains sur ses hanches. « Eh bien, » dit Maeve, ses yeux passant directement sur Josiah pour se poser sur Nettie. Elle vit la peau à vif et irritée sur les poignets de la jeune fille, et son visage se durcit comme de la pierre. « Entrez », ordonna Maeve, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Tous les deux, maintenant. » Elle verrouilla la porte du magasin derrière eux, retournant le panneau sur « Fermé ». Un grand jeune homme nommé Levi descendit de l'entrepôt et s'arrêta net en voyant Nettie. « Levi, » commanda Maeve, « mets une casserole d'eau à bouillir et apporte-moi la trousse de secours. »« Je vais bien, » dit Nettie, mais sa voix était faible. « Vous n'allez pas bien, » rétorqua Maeve. « On dirait que vous sortez tout juste d'une tombe. Asseyez-vous. » Nettie s'assit. On ne discutait pas avec Maeve Dunlap. Levi apporta l'eau et la trousse, la mâchoire serrée en jetant un coup d'œil au poignet de Nettie. Maeve travailla dans un silence concentré, nettoyant doucement les brûlures de cordes avec une tendresse qui ne correspondait pas à la fureur dans ses yeux. « Combien de temps ?» demanda finalement Maeve à voix basse. « 47 jours, » murmura Nettie. « Dans la cave à légumes. » Les mains de Maeve s'arrêtèrent un instant, elle finit de bander un poignet et commença l'autre. « Je suis allé à cette maison 3 fois, » dit Maeve, sa propre voix épaisse de colère. « Il s'est tenu sur le seuil et m'a menti en face. J'aurais dû insister davantage. » Levi parla de sa place près du comptoir, sa question s'adressant directement à Nettie. « De quoi avez-vous besoin? »« J'ai besoin que le shérif sache ce qui s'est passé, » dit Nettie, sa voix gagnant en force. « Et j'ai besoin de récupérer le journal de ma mère. Il est caché sous le plancher de mon ancienne chambre. »« Un journal? » demanda Maeve en levant les yeux. Elle a tout noté, chaque menace, chaque fois qu'il devenait méchant. Elle constituait un dossier au cas où. La pièce tomba dans le silence. Ce journal était tout. « Briggs ne lèvera pas le petit doigt, » dit Maeve sans détour. « Harlan le tient en laisse. »« Alors nous irons voir le juge Pruitt, » dit Josiah. « Pruitt est un homme juste, il écoutera. »« Mais nous avons besoin de ce journal d'abord, » insista Nettie.
Je dois y retourner pour le chercher. Absolument pas, dirent Josiah et Maeve en même temps. Au même temps. Il surveillera la maison. Je suis la seule à savoir où il se trouve, argumenta-t-elle. Mais je n'ai pas à y aller seule. Tous les yeux se tournèrent vers Lévi. J'irai avec elle, dit-il, sa voix calme et assurée. Non, dit Maeve, arrêtant Josiah avant qu'il ne puisse parler. Si Harlan te voit près de sa terre, il criera à l'effraction et Briggs le soutiendra. Tu dois aller voir le juge Pruitt et rester clean. Alors Levi y va? Demanda Josiah. Maeve regarda son fils un long moment, vit la détermination dans ses yeux et hocha vivement la tête. Passé par le lit du ruisseau, Harlan surveille toujours la route, jamais l'eau. Nettie regarda Lévi. Vous êtes sûr de ça? Ma mère se sent coupable depuis 3 ans parce qu'elle n'a pas défoncé la porte de votre père, dit-il simplement. Je n'ai pas l'intention de passer les 3 prochaines années à ressentir la même chose. Ils sortirent par l'arrière du magasin. Josiah se tourna vers Maeve. Il est bien jeune pour ça. Il a 25 ans, dit-elle en dénouant son tablier. Assez vieux pour savoir distinguer le bien du mal. Maintenant, allez à l'hôtel. Le juge Pruitt déjeune à midi pile. Assurez-vous que notre histoire lui parvienne avant les mensonges de Harlan. Et si ça tourne mal, Maeve? Ses yeux étaient comme de l'acier. Une fille qui a passé 47 jours dans un trou ne retourne pas chez l'homme qui l'y a mise. Ce n'est pas une option. Pas dans ma ville. Josiah avait 20 minutes et il utilisa chaque seconde pour mettre son histoire au clair. Le juge Pruitt était un homme qui traitait avec des faits, pas des sentiments. Il n'avait pas de temps pour les larmes ou les supplications, seulement pour ce qui était écrit sur papier. Et Josiah n'avait rien d'autre que des marques de corde sur les poignets d'une jeune femme et son histoire contre son propre père. Il trouva le juge exactement là où on lui avait dit, à une table d'angle avec du roast beef et le journal local. Samuel Pruitt avait 60 ans, une barbe blanche soignée et des yeux qui avaient vu tous les mensonges possibles. Josiah s'approcha directement. Il exposa toute l'affaire sordide, la cave, le cadenas, les 47 jours d'obscurité. Il parla des actes de propriété qu'elle avait signés sans choix et des droits sur l'eau que son père, Harlan, était sur le point de voler. Le juge écouta simplement, coupant son bœuf en carrés parfaits et les mangeant un par un. Quand Josiah eut fini, le juge plia sa serviette. Il regarda Josiah droit dans les yeux et dit « Donc, Harlan Calloway a enfermé sa propre fille pour obtenir sa terre? » Josiah le confirma, ajoutant que la terre incluait des droits sur l'eau que sa défunte mère avait déposés. Le juge s'arrêta, la fourchette en l'air. Ces droits alimentent quelques propriétés en aval, y compris la mienne. Josiah savait que c'était un conflit d'intérêts, mais la vie de la jeune fille était plus importante. Il expliqua ensuite que le shérif local devait 300 $ à Harlan suite à une partie de poker, donc il ne pouvait attendre aucune aide de sa part. Le juge se pencha en arrière. Il ne pouvait pas statuer sur l'affaire lui-même, mais il pouvait arrêter le transfert de propriété et l'envoyer à un autre tribunal. Il y a une dernière chose, dit Josiah. Ils sont en train de récupérer le journal de sa mère à la maison en ce moment même. Il est plein de preuves. Le juge haussa un sourcil. C'est très audacieux. Apportez-moi ce journal et amenez-moi la fille. J'ai besoin d'entendre ça de sa propre bouche. Le juge ajouta, je connais Harlan Calloway depuis 15 ans. J'ai vu la guerre le changer, mais j'ai pensé que c'était ses propres affaires. On dirait que je me suis trompé. Josiah le remercia et partit, chevauchant à toute allure vers la propriété des Calloway. Un mauvais pressentiment lui tordait l'estomac, le genre de sentiment qu'un homme a quand il envoie des amis faire son sale travail. À 1 mile de là, il entendit des cris. Il éperonna son cheval et vit Harlan sur le porche, un fusil de chasse posé sur son bras. Lévi se tenait dans la cour, les mains en l'air, tandis que Nettie serrait un livre contre sa poitrine. Ils avaient le journal, mais Harlan les avait coincés. « C'est ma propriété », cria Harlan en désignant le livre. Ce livre appartenait à sa mère, dit Lévi, la voix calme. Les yeux de Harlan se plissèrent. « Tu es le fils de Maeve Dunlap. Dégage de ma terre. » Lévi tint bon, passant Nettie. Harlan referma le fusil avec un claquement sec. Juste à ce moment, Nettie sortit de derrière Lévi. « Père, dit-elle. » Un regard sombre passa sur le visage de Harlan. « Rentre à la maison, dit Harlan.
sa voix devenant calme comme elle l'était toujours avant que les ennuis ne commencent. On va juste oublier tout ça. Je vais même déverrouiller la cave. La voix de Nettie était d'acier froid. Vous allez déverrouiller la cave? Vous pensez que c'est une gentillesse? Après 47 jours dans la terre, vous appelez me garder prisonnière la même chose que me garder en sécurité? Arlen resserra sa prise sur son fusil. Ce monde va te mâcher et te recracher. Je suis le seul qui se soucie de toi. Vous m'avez enchaîné, rétorqua-t-elle. Vous m'avez fait signer pour la terre de maman dans le noir. Cette terre est à moi. Juste au moment où Harlan descendait du porche, Josiah entra dans la cour à cheval, arrêtant sa monture juste entre eux. Le visage de Harlan se tordit de haine. « Vous avez volé ma fille? » Josiah le regarda de haut. « J'ai ouvert une porte à une femme adulte. Il y a une grande différence. »« C'est mon enfant, » cria Harlan. « Elle y a 22 ans, Harlan, » dit calmement Josiah. « Et elle possède une terre que vous l'avez forcée à vous céder. » Harlan eut un rire méchant et laid. Elle l'a signé. « Je demanderai au juge Pruitt à ce sujet, » répondit Josiah. « Nous avons rendez-vous avec lui cet après-midi. » Le nom du juge atterrit comme un coup de poing. La peur traversa les yeux de Harlan. Pruitt n'a rien à dire là-dessus. Si quand ses droits sur l'eau alimentent son propre ranch, contre Josiah, il est déjà en train de geler le transfert de propriété. Les jointures de Harlan blanchirent sur le fusil. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mêlez. Je sais à quoi ressemblent 47 marques sur un mur de cave, dit Josiah, la voix dure. Et je sais à quoi ressemble un journal de mer rempli d'entrées datées aux yeux d'un juge. Harlan fixa le livre dans les mains de Nettie. Où as-tu trouvé ça? Nettie prit la parole. Maman y écrivait chaque jour, chaque bleu, chaque menace. Elle a tout écrit. Et elle te l'a caché. Le bras de Harlan devint mou, le fusil pendant inutilement. Donne-moi ce livre, Nettie, supplia Harlan. Toute sa combativité disparut. Non, dit-elle. Vous avez cessé d'être mon père le jour où vous avez verrouillé cette porte de cave pour la première fois. Il les regarda tous les trois, un mur qu'il ne pouvait pas briser. Ce n'est pas fini, murmura-t-il. Vous avez raison, dit Nettie. Mais la partie où je vous obéis, elle, est terminée. Josiah lui offrit sa main et elle se hissa sur le cheval derrière lui. Harlan resta là, les regardant s'éloigner. Pour la première fois en 47 jours, Nettie ne regarda pas en arrière. Ils chevauchèrent jusqu'à Abilene, le silence entre eux lourd de ce qui allait arriver. Maeve les attendait devant son magasin. Elle vit le livre dans les bras de Nettie et ses yeux s'écarquillèrent. « Le journal de Ruth » souffla-t-elle. « Chaque page » confirma Nettie. Maeve regarda son fils, Levi. « Il avait un fusil » dit Lavi à voix basse. « Il ne l'a pas utilisé. » Maeve le serra dans une étreinte rapide et forte qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. « Allons voir le juge » dit Levi en s'éclaircissant la gorge. Ils marchèrent tous les quatre vers l'hôtel, un spectacle qui fit tourner les têtes dans toute Abilene. Un des compagnons de beuverie de Harlan les regarda passer, puis se retourna et se dirigea droit vers le saloon. « Tant pis pour l'effet de surprise, marmonna Josiah. « Nous ne l'avons jamais eu, répondit Nettie. Il s'agit de savoir qui raconte la meilleure histoire au juge en premier. » Ils trouvèrent le juge Pruitt dans sa chambre, déjà en train de travailler sur les papiers. Il se leva, son regard se posant sur Nettie. « Mademoiselle Calloway, veuillez vous asseoir. J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi maintenant. Pouvez-vous le faire? » Nettie croisa son regard. « Monsieur, c'est pour avoir été honnête que je viens de passer 47 jours dans une cave. » Le juge l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Racontez-moi tout. » Pendant les 40 minutes suivantes, Nettie lui raconta. Elle parla de la porte de la cave se verrouillant pour la première fois, des cordes à ses poignets et des repas qui disparaissaient lentement. Elle expliqua comment il l'avait forcée à signer l'acte de propriété au 12e jour et comment elle avait refusé de céder les droits sur l'eau. Elle décrivit comment elle gravait une marque sur un poteau pour chaque jour où elle était piégée. Le juge écouta, notant tout. Quand elle eut fini, il demanda le journal. Il l'ouvrit, lut une page, puis le referma. « Chaque entrée est datée, dit-il, et elle nomme des témoins encore en vie en ville. » Il posa le journal sur son bureau. « Mademoiselle Calloway, j'émets une ordonnance restrictive contre votre père. Le transfert de propriété est gelé.
Je contacte également le shérif Briggs au sujet des poursuites pénales. S'il n'agit pas dans les 48 heures, j'appellerai les Marshals des États-Unis. Le juge Pritt fit une pause. Vous devez savoir que votre père se battra contre ça avec tout ce qu'il a. La douleur, c'était 47 jours dans la cave, répondit Nettie. Ça, c'est juste de la paperasse. Un petit sourire effleura les lèvres du juge. Vous me rappelez votre mère. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, dit-elle. Ils quittèrent l'hôtel et étaient à mi-chemin du magasin quand le shérif Briggs leur barra le chemin. Mademoiselle Calloway, dit-il, les bras croisés sur sa poitrine. Votre père prétend que vous avez été enlevé de sa maison contre votre volonté. La voix de Nettie était tranchante. C'était contre sa volonté, shérif, pas la mienne. Le shérif se balança d'un pied sur l'autre. Il dit que vous n'allez pas bien. Il dit beaucoup de choses, rétorqua Nettie. A-t-il mentionné les 47 jours qu'il m'a gardé enfermé sous terre? Elle leva ses poignets bandés pour qu'il les voie, ou les brûlures de cordes. Briggs jeta un coup d'œil à ses poignets, une lueur de quelque chose dans ses yeux avant qu'elle ne disparaisse. J'ai juste besoin d'entendre les deux versions de l'histoire. Nettie tint bon. Alors vous pouvez entendre ma version tout de suite? Le juge Pritt a déjà émis une ordonnance restrictive, shérif. Il a gelé le transfert de propriété. Vous pouvez soit prendre ma déposition maintenant, soit expliquer au juge de circuit pourquoi vous avez refusé. La couleur quitta le visage de Briggs. Il regarda Josiah et dit, « C'est votre œuvre. »« J'ai juste ouvert une porte, » répondit Josiah. « Vous avez mis votre nez dans une querelle de famille. Une cave verrouillée est un crime, pas une querelle. » Briggs regarda autour de lui. Toute la ville observait depuis les portes et les fenêtres. « Très bien. Mon bureau, dit-il finalement. « Et l'arrestation? » demanda Maeve. Il ne répondit pas. À l'intérieur, Nettie fit une déposition claire. Quand elle eut fini, Briggs soupira. « J'irai à la propriété des Calloway ce soir pour l'arrêter. »« Pour lui parler, demanda-t-elle. Vous allez parler à l'homme qui m'a détenu dans une cave pendant 7 semaines? Vous jouez aux cartes avec lui tous les samedis. Vous connaissez déjà sa version. » La pièce devint silencieuse. « Ça n'a rien à voir avec ça, dit Briggs, le visage de pierre. 300 $ disent que si. » Briggs bondit de sa chaise. « Faites attention à vous! » Josiah s'avança juste assez. « C'est une victime qui fait une déposition sous serment, shérif. Souvenez-vous-en. » Briggs fixa durement Josiah, puis se rassit. « J'irai ce soir. » Dehors, le soleil était bas. Nettie mit un pied sur le trottoir en bois et s'arrêta net. Arlen Calloway se tenait de l'autre côté de la rue, sobre et propre, à côté d'un homme en costume élégant. « C'était Matt Slade, » murmura Maeve. « Un avocat de Salina. » Harlan inclina son chapeau vers Nettie, puis entra tranquillement dans le saloon avec son avocat. Ils comprirent tous alors. Harlan Calloway avait tout planifié depuis le début. Les mains de Nettie se crispèrent en poing, ses poignets bandés pâles dans la pénombre. « Il ne se bat plus comme un ivrogne, » dit-elle. Le lendemain matin, Slade avait déjà retourné l'histoire. Soudain, Harlan Calloway était un père lésé, un vétéran de guerre poussé au désespoir par une fille instable de chagrin. Pete, de l'écurie, apporta la nouvelle au ranch. Monsieur Slade a été au saloon, racontant aux gens que Harlan essayait juste d'obtenir de l'aide pour sa fille, dit Pete nerveusement. Il dit qu'elle est mélancolique et qu'elle se fait du mal. Et les gens y croient? C'est une histoire plus facile à croire, monsieur. Josiah trouva Nettie dans la grange, les mains occupées avec un cheval nommé Copper. Slade est déjà en train de parler, dit-il. Je sais, répondit-elle, la voix tendue. Il leur dit que je suis folle. Il déforme les choses pour faire passer mon père pour un homme bon. C'est une histoire que mon père raconte depuis des années. Slade l'a juste mise dans un costume chic. Elle posa la brosse. Est-ce que Pete avait l'air d'y croire? Il avait l'air mal à l'aise. Ça veut dire qu'il y croit à moitié. C'est à ça que nous sommes confrontés, lui dit Josiah. L'ordonnance de Pritt est passée. La propriété est gelée. Ça n'arrêtera pas, Slade. Il va juste faire transférer l'affaire à un juge de Salina qui n'a jamais entendu parler de ma famille. Est-il si bon que ça? Mon père l'a engagé pour une raison. Harlan est un ivrogne, mais il n'est pas stupide. Josiah vit qu'elle pensait déjà plusieurs coups à l'avance. Quel est notre plan? Atteindre les gens mentionnés dans le journal de ma mère avant Slade. Le Dr. Hensley, le Reverend Pike, notre voisine Madame Aldrich.
Ce sont des témoins. Si Slade les réduit au silence, le journal n'est plus que des mots sur une page. Alors nous partons maintenant. Non, corrigea-t-elle. Moi et Maeve, le docteur Hensley ne se confiera pas à un homme à ce sujet. Il a besoin de parler à une femme. Josiah savait qu'elle avait raison. Qu'elle laisse ma part. Trouvez le juge Pruitt. Dites-lui que Slade empoisonne le puits et demandez-lui d'avancer l'audience. Ils se rendirent à Abilene et se séparèrent. Mais Josiah trouva la chambre d'hôtel de Pruitt verrouillée. Une note sur la porte disait « Affaires judiciaires à Salina. Retour jeudi. » Jeudi, 4 jours. Le sang de Josiah se glaça. Avec Pruitt parti, Arlen avait 4 jours de liberté totale. Il se précipita au magasin de Maeve, où Nettie et Maeve étaient penchés sur le journal. Pruitt est à Salina jusqu'à jeudi, annonça-t-il. Nettie leva les yeux, le regard vif. Ce n'est pas une coïncidence. Slade l'a fait sortir de la ville exprès. Comment? Demanda Levi depuis la fenêtre. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de déposer une motion. Ça lui achète 4 jours pour travailler. Nettie aplatit ses mains sur le comptoir. 4 jours, c'est tout ce dont Slade a besoin. Besoin pourquoi? Demanda Josiah. Pour raconter une histoire selon laquelle je suis incompétente. Si Slade obtient d'un médecin qu'il dise que je suis mentalement inapte avant l'audience, alors tout est fini. Ma signature sur cet acte de propriété tient, et tout ce que je dis devient le radotage d'une fille perturbée. Il ne peut pas obtenir d'un médecin qu'il signe ça, dit Maeve. Hensley vous connaît. Slade n'a pas besoin de Hensley. Il a juste besoin de n'importe quel médecin prêt à prendre son argent. Levi appela ça de la corruption. Nettie secoua simplement la tête. C'est juste comme ça que les choses se font par ici. Eh bien alors, dit Maeve en se levant, nous n'attendons pas. Nous allons chercher des dépositions de témoins maintenant avant que Slade ne puisse les atteindre. Nettie hocha la tête. D'abord le Dr. Hensley, puis le Reverend Pike et ensuite Mme Aldrich. J'irai avec toi chez Hensley, offrit Maeve. Josiah, toi et Levi, allez trouver Mme Aldrich. Elle est vieille et effrayée, mais elle sait ce qu'elle a entendu. Ils se séparèrent. Maeve et Nettie marchèrent vers le cabinet du Dr. Hensley. Quand il ouvrit la porte, l'expression de son visage passa de la surprise à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Nettie Calloway, Dr. Hensley, pouvons-nous entrer? Il hésita un instant avant de s'écarter. J'ai entendu dire que vous restiez chez Josiah Crane, dit-il en évitant son regard. Votre père est venu hier. Il m'a dit que vous aviez eu une autre de vos crises. Mon père m'a enfermé dans une cave à légumes pendant 47 jours, dit Nettie simplement. Je sais ce qu'il vous a dit. Je vous dis ce qui s'est passé. Elle leva ses poignets, toujours enveloppés de bandages. Celles-ci ne viennent pas d'un accès de tristesse, elles viennent d'une corde attachée à un anneau de fer. Hensley regarda ses poignets, puis détourna les yeux. « J'ai soigné votre mère une fois, marmonna-t-il. Elle a dit qu'elle était tombée. Vous et moi savons tous les deux qu'elle n'est pas tombée, mais vous l'avez noté comme ça parce que c'était plus facile. » Ses mains tremblaient. « C'est une chose juste à dire. Ce n'est pas une accusation, docteur. C'est de la vérité. Je suis ici pour vous donner une chance de faire pour moi ce que vous n'avez pas pu faire pour ma mère. » Maeve prit la parole. « Nous avons besoin d'une déclaration écrite, Thomas, sur les blessures de Ruth et votre opinion professionnelle à leur sujet. Écrire ça, c'est traiter Arlen Calloway de menteur. Et dans cette ville, ça a un prix. Le prix pour ne pas l'écrire, c'est de laisser une autre fille se faire enfermer, contre Maeve. Ruth est partie, Thomas, mais Nettie est toujours là. Vous devez choisir laquelle vous pouvez encore sauver. » Hensley s'assit à son bureau, sortit une feuille de papier propre et prit sa plume. « J'ai traité Ruth Calloway à 3 occasions distinctes. Ses blessures n'étaient pas compatibles avec une chute. » Il leva les yeux vers Nettie. « Est-ce que c'est assez bon? »« Les dates, dit Nettie, et les détails. Tout ce dont vous pouvez vous souvenir. » Il hocha la tête et commença à écrire. Pendant ce temps, Josiah et Lévier frappaient à la porte de Mme Aldrich. C'était une femme voûtée aux cheveux blancs de 72 ans. « Je sais qui vous êtes, dit-elle à Josiah. Le fils de Maeve, elle regarda Lévier. « Votre mère vous a envoyé pour Nettie? »« Oui, madame, répondit-il. Je me demandais quand quelqu'un viendrait enfin poser des questions, dit-elle en ouvrant la porte. Je l'ai entendu crier la première nuit. Pendant 47 nuits,
Je me suis dit que c'était juste un animal, tout en sachant très bien que ce n'était pas le cas. Des larmes coulaient sur son visage. De quoi avez-vous besoin? Une déclaration écrite, dit Josiah. Sur ce que vous avez entendu et pendant combien de temps? Je l'écrirai, la signerai et le jurerai devant le juge lui-même. Je dois bien ça à cette fille. À midi, ils avaient 3 déclarations. La troisième venait du Reverend Pike, qui avoue avoir vu Arlen frapper Ruth une fois, mais n'avoir fait que prier à ce sujet. Il a prié à ce sujet, répéta Nettie, sa voix dangereusement calme. Il a regardé mon père frapper ma mère, et tout ce qu'il a fait, c'est prier. Il est prêt à témoigner maintenant, dit doucement Maeve. Parce que c'est sûr, parce qu'assez de gens se lèvent pour qu'il n'ait pas à se lever tout seul. Nettie glissa les papiers dans son journal. Je devrais être reconnaissante, mais je ne le suis pas. Chacun d'eux a regardé ma famille s'effondrer et a choisi son propre confort plutôt que de faire ce qui était juste. Maeve posa une main sur son bras. Le courage tardif est toujours du courage, Nettie. Dites ça à ma mère, répondit-elle. Plus tard dans la journée, ils se rassemblèrent tous autour du comptoir, regardant le journal et les 3 déclarations. Nous en avons assez pour aller voir le juge de circuit, dit Nettie. Mais nous devons y arriver avant que Slade ne dépose ses papiers. Nous avons 2 jours, calcula Josiah. Moins que ça, corrigea Nettie. Mon père n'est pas un imbécile. Slade est probablement en route pour Selina en ce moment même. Le médecin me déclarera inapte en se basant sur rien d'autre que les mensonges de Slade. Ils peuvent faire ça sans même vous voir? Demanda Levi, la voix tranchante. C'est une faille juridique, expliqua Nettie, assez grande pour y faire passer un chariot. Maeve frappa sa main sur le comptoir. Alors nous y ferons passer notre propre chariot. Nous apportons ces déclarations à Salina nous-mêmes, tout de suite. Nous les déposons avant que Slade ne le puisse. Et nous exigeons que tout examen soit fait en personne par un médecin de notre choix. Alors nous partons pour Salina, déclara Josiah. Ce soir, dit Nettie, la voix ferme, nous partons ce soir. Si Slade a 2 jours d'avance, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule heure. Josiah la regarda, voyant la volonté pure qu'il avait fait tenir pendant 47 jours dans le noir. Ce soir, acquiesça-t-il. Ils passèrent les 2 heures suivantes à se préparer. Pendant que les autres emballaient les provisions et vérifiaient les chevaux, Nettie s'assit au comptoir et décrivit. Ce n'était pas une lettre, mais une liste. Elle contenait des noms, des dates et des montants en dollars pour chacune des dettes de jeu de son père. Elle avait tout entendu à travers les murs de la cave. « Comment savez-vous tout ça? » demanda Josiah. « Mon père se parle à lui-même quand il boit, » expliqua-t-elle. Il s'asseyait juste au-dessus de la cave et énumérait ses dettes comme s'il tenait un livre de compte. Je ne pouvais rien écrire, alors j'ai tout mémorisé. Chaque nom, chaque numéro. Elle posa la plume. Mon père pensait que cette cave me rendait impuissante. Il n'a jamais compris qu'elle me rendait dangereuse. Maeve sortit avec un sac pour le voyage et vide la liste. « Qu'est-ce que c'est que ça? »« Une assurance, » dit Nettie. Ils partirent au crépuscule, Nettie assise à côté de Josiah dans le chariot. La route vers Salina faisait 40 miles de long et il prévoyait de rouler toute la nuit. « Un cavalier derrière nous, » cria Lévi depuis le côté du chariot, et environ un demi-mile. Josiah garda les yeux sur la route. « Juste un. »« Oui, et il suit notre rythme. » Les jointures de Nettie blanchirent. « Mon père ne viendrait pas seul. »« Ce n'est pas votre père, » dit Levi. « Mauvais cheval. »« Slade, » dit Josiah sans détour, « ou quelqu'un qui l'a engagé. » Josiah arrêta le chariot. Le cavalier solitaire au loin s'arrêta aussi. « Nous continuons, » dit Nettie. « Laissez-le regarder. Laissez Slade savoir que nous sommes en route. J'ai fini de me cacher. » Josiah regarda la détermination sur son visage, clair même dans la lumière des étoiles. « Vous avez eu le temps d'y réfléchir. »« 47 jours, c'est long, » acquiesça-t-elle. Ils continuèrent. Lévi finit par identifier le cavalier comme étant Carl Ducker, de l'écurie. « Ducker est inoffensif, » se moqua Maeve. « Pas quand il est payé par quelqu'un, » répondit Nettie. Vers minuit, ils s'arrêtèrent dans un ruisseau pour abreuver les chevaux. « Vous devriez dormir un peu, » dit Josiah. Nettie secoua la tête. « Je ne peux pas. C'est vous qui devez être vif. »« Je suis toujours vif, » répondit-il. « C'est comme ça que je reste en vie. » Elle se leva, posant une question qui le prit au dépourvu. « Josiah, pourquoi votre femme a-t-elle choisi cette jument dans les années? »
Il marqua une pause. Sarah disait que Copper avait des yeux gentils, et elle avait raison. Le premier animal que j'ai touché qui n'a pas tressailli. Votre femme semblait douée pour voir la vérité dans les choses, dit Nettie doucement, et elle était douée pour tout. Un silence s'installa entre eux, deux personnes qui savaient ce que c'était que de voir leur monde s'effondrer. Levi apparut alors. Ducker a fait son camp à environ un quart de mile. Il ne nous suit plus ce soir. Nettie savait pourquoi. Il n'en a pas besoin. Il sait exactement où nous allons. Ils continuèrent dans l'obscurité, roulant droit vers un palais de justice dans une ville où personne ne connaissait son nom. L'aube les trouva à 10 miles de Salina. Le chariot heurta une ornière et Nettie se réveilla en sursaut, le journal serré contre sa poitrine. « À quelle distance sommes-nous? »« Nous sommes proches, » lui dit Josiah. « Nous y serons avant l'ouverture du palais de justice. » Elle lissa ses cheveux mais ne changea pas la robe qu'elle portait depuis 47 jours. « Je veux que le juge voie à quoi ça ressemble, » avait-elle dit à Maeve. Ils se tinrent sur les marches du palais de justice alors que la ville se réveillait. « Quoi qu'il arrive là-dedans, » dit Nettie, la voix stable, « je veux que vous sachiez tous que j'ai choisi ça. Ma mère m'a laissé quelque chose qui valait la peine de se battre, et mon père a essayé de le voler. Je préfère perdre dans cette salle d'audience que de gagner en restant silencieuse. »« Vous n'allez pas perdre, » dit Levi. « Vous ne pouvez pas le promettre. »« Non, admit-il, mais je peux promettre que je serai juste là, à côté de vous. Nous le serons tous. » Les portes du palais de justice s'ouvrirent et un greffier haussa un sourcil en voyant les 4 voyageurs poussiéreux sur ses marches. « Nous devons déposer une requête d'urgence auprès de la cour de circuit, » dit Nettie, la voix claire, « et nous devons voir un juge avant qu'un avocat nommé Emmett Slade ne dépose quoi que ce soit. » Les yeux du greffier tombèrent sur ses poignets bandés, puis sur le journal qu'elle tenait fermement. « Entrez, dit-il. Il les conduisit dans un couloir et leur dit d'attendre. Nettie posa le journal sur la table, puis les 3 déclarations sous serment et sa propre liste des dettes de son père. Elle les aligna avec soin, construisant une forteresse de papier. « Le juge de circuit est Arthur Waverly, » dit le greffier depuis l'embrasure de la porte. « Il commence à 8 heures pile. »« Quelqu'un d'autre a-t-il déposé quelque chose? » demanda Nettie. Le greffier hésita. « Un certain M. Slade a déposé une motion de mise sous tutelle hier après-midi. »« Hier après-midi, » répéta Nettie en regardant Josiah. « Il l'a déposé avant même que nous ne quittions Abilene. Il a tout planifié. » Ils restèrent tous les 4 assis en silence dans une pièce qui sentait le vieux papier et la cire à parquet. Nettie ouvrit le journal à la dernière page que sa mère avait écrite. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda Levi. Sa voix était stable alors qu'elle lisait à voix haute. 14 avril, 1874. Arlen est rentré à 3 heures du matin. Il a cassé une chaise et m'a dit que si j'essayais de partir, il s'assurerait que Nettie ne parte jamais non plus. Et je le crois. Dieu m'aide, je le crois. Elle leva les yeux de la page. C'était il y a 4 ans. Elle laisse-moi 6 mois plus tard et mon père a commencé avec moi. La porte s'ouvrit et le juge Arthur Waverly entra, le regard vif et l'air affairé. Il regarda la motion dans sa main, puis les 4 personnes déterminées assises à sa table. « Emmett Slade est ici pour Harlan Calloway, » dit le juge Waverly en s'asseyant sans un bonjour. « Et j'ai 4 personnes d'Abilene qui ont roulé toute la nuit pour arriver ici. Quelqu'un ferait mieux de me dire pourquoi je devrais vous écouter en premier. » Nettie se leva. « Parce que cette motion de mise sous tutelle est une fraude complète, votre honneur. Mon père l'a déposée pour m'empêcher de témoigner qu'il m'a forcé à céder ma propriété. Il m'a détenu dans une cave à légumes pendant 47 jours. J'ai le journal de ma mère prouvant ses abus, 3 déclarations sous serment et les brûlures de cordes sur mon poignet pour le prouver. » Waverly jeta un coup d'œil à ses poignets, puis au papier et enfin à son visage. « Asseyez-vous, mademoiselle Calloway. Commencez au tout début. » Nettie parla pendant une demi-heure. Elle ne pleura ni ne trembla. Elle énonça simplement les faits, répétés à la perfection dans une cave sombre. Waverly lut le journal, les déclarations et la liste des dettes de son père. Quand il eut fini, il leva les yeux. « Cette liste, comment avez-vous obtenu ces informations? » « Mon père parle quand il boit. J'étais dans la cave et j'ai mémorisé tout ce qu'il disait.
Vous vous êtes souvenu de noms et de montants spécifiques pendant que vous étiez piégé sous terre? J'ai eu 47 jours sans rien d'autre à faire qu'écouter et me souvenir. Le juge se pencha en arrière. Mademoiselle Calloway, je vais être direct. La motion de M. Slade dit que vous n'êtes pas apte à gérer vos propres affaires. Elle est soutenue par un docteur, Franklin Poole, qui prétend que vous êtes mentalement instable, en se basant sur ce que votre père lui a dit. Ce docteur ne m'a jamais vu de sa vie. J'en suis conscient. Et pourtant, il est prêt à me déclarer inapte sur la parole de l'homme qui m'a enfermé dans une cave. La mâchoire de Waverly se serra. La loi autorise le témoignage familial. C'est une partie de la loi que je n'ai jamais appréciée, mais elle est là. Alors examinez-moi vous-même, dit Nettie en se penchant en avant. Tout de suite, demandez-moi n'importe quoi. Si je suis inapte, vous le saurez. Et si je ne le suis pas, alors l'opinion du docteur Poole a été achetée et payée. La pièce était silencieuse. Waverly l'étudia. Puis il se tourna vers son greffier. Allez chercher le docteur Harmon. J'ai besoin d'un examen indépendant, aujourd'hui. Votre honneur, protesta le greffier. Aujourd'hui, Howard. Le juge se leva. Nous suspendons la séance jusqu'à l'arrivée du docteur. Mademoiselle Calloway, vous et vos amis resterez dans ce bâtiment. Monsieur Slade est attendu dans mon tribunal à 2 heures pour une autre affaire. J'imagine qu'il découvrira que vous êtes ici. Soyez prête. Le juge sortit. Nettie laissa enfin échapper un long soupir. Josiah ne l'avait pas vu se détendre une seule seconde depuis qu'il l'avait trouvé. « Tu as bien fait, » lui dit Maeve. « J'ai fait ce que ma mère aurait fait. Elle n'en a juste jamais eu l'occasion. » Levi, qui surveillait la rue, grogna. « Quelqu'un arrive. Un homme en costume qui marche vite. »« Slade, » dit Nettie sans même regarder. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grand. Emmett Slade entra d'un pas arrogant et juste derrière lui se trouvait Harlan Calloway. Nettie bondit sur ses pieds. Josiah et Maeve se placèrent à ses côtés. « Faites-le sortir d'ici, » ordonna Nettie, les yeux fixés sur son père. « Il y a une ordonnance restrictive contre lui. » « Cette ordonnance est pour le comté de Dickinson, » dit Slade doucement. « Nous sommes dans le comté de Cullen maintenant. C'est une technicité. La loi est faite de technicité utile, mademoiselle Calloway. » Harlan se tenait derrière son avocat, propre sur lui et l'air sobre. Il arborait une expression triste que l'on pourrait croire si l'on ne connaissait pas l'homme. « Nettie, dit-il, je veux juste parler. Vous avez eu 47 jours pour parler à travers une porte verrouillée. J'essayais juste de te protéger. Vous essayez de me voler. » Slade leva une main. « Mademoiselle Calloway, votre père retirera la motion et toutes les plaintes si vous rendez l'acte de propriété et abandonnez toutes les charges. » Le silence tomba. « Il veut récupérer la terre, » dit Nettie, « et il veut que je prétende que la cave n'a jamais existé. Il veut régler ça tranquillement, en famille. »« Vous voulez dire sans conséquence, » dit-elle. Slade haussa simplement les épaules. « Je vous offre la paix. » Nettie regarda droit son père. « C'est ce que vous voulez? La paix? » Son visage se tordit. « Je veux récupérer ma fille. Vous ne m'avez jamais perdu. Vous m'avez mis en cage. Il y a une grande différence. J'ai fait des erreurs. Vous m'avez enchaîné les poignets. Je buvais. Vous étiez vous-même. L'alcool vous a juste empêché de faire semblant. » Le sang-froid de Harlan se brisa enfin et ses yeux s'embuèrent. « Ta mère aurait voulu que nous arrangions les choses. » Nettie serait dit. Josiah vit de la colère fulgurer dans ses yeux. Quand elle parla, sa voix était un murmure bas. N'osez pas utiliser son nom. Elle a écrit sur vous. Chaque fois que vous rentriez ivre, chaque bleu, elle a caché son journal là où seul moi le trouverais. Vous ne la connaissiez pas. Vous la possédiez, et après sa mort, vous avez commencé à vouloir me posséder. Harlan recula en titubant. Slade s'interposa. « Mademoiselle Calloway, une démonstration d'émotion ne vous aidera pas avec le juge. » Ce n'était pas une démonstration, Monsieur Slade, c'était mon témoignage. La porte s'ouvrit et le juge Waverly entra avec un homme plus âgé portant une maillette de médecin. Il vit Harlan et Slade. « Je ne vous ai pas fait appeler, Monsieur Slade. »« Je suis venu pour aider à faire avancer les choses, » dit l'avocat. « Vous êtes venu pour intimider un témoin dans mon tribunal, » rétorqua le juge. « Monsieur Calloway, cette ordonnance restrictive est valide à mes yeux. Vous attendrez à l'extérieur de ce bâtiment où je vous ferai expulser. Maintenant. » Harlan jeta un dernier regard à Nettie,
puis sortit. Slade s'arrêta à la porte. L'offre tient. Non, dit Nettie sans détour. Elle ne tient pas. Après le départ de Slade, Waverly présenta le docteur Harmon. Docteur, j'ai besoin d'un examen complet de la compétence mentale de Mademoiselle Calloway. J'ai besoin de votre opinion professionnelle honnête, pas d'une faveur. La voix de Harmon était sèche comme un lit de ruisseau en août. Je ne fais pas de faveur, Arthur. Il regarda Nettie. Mademoiselle Calloway, préférez-vous que nous fassions cela en privé? Non, je veux que chaque personne dans cette pièce entende ce qui est dit. Harmon hocha lentement la tête et prit un siège. Pendant l'heure suivante, il la testa de fond en comble. Il sonda ses souvenirs, sa raison, son état d'esprit. Il lui fit se souvenir de petits détails du journal et compter à rebours par 7 à partir de 100. Quand il eut fini, Harmon se leva et fit face au juge. Cette femme n'est pas le moins du monde inapte. À mon avis professionnel, elle a l'un des esprits les plus vifs que j'ai rencontrés de toute l'année. Quiconque a signé cet affidavit devrait avoir honte. Le juge Waverly hocha la tête. Merci, docteur. Arthur, cette jeune femme a été enfermée sous terre pendant 47 jours. Elle n'a pas besoin d'une audience de compétence. Elle a besoin de justice pour l'homme qui l'y a mise. Le juge joignit ses mains. Mademoiselle Calloway, sur la base de tout ce que j'ai vu, je suis prêt à émettre quelques ordonnances. Premièrement, la motion de M. Slade est catégoriquement rejetée. Deuxièmement, ce transfert d'actes que vous avez signé pour les 40 acres est maintenant nul. Troisièmement, les droits sur l'eau que votre mère a déposés restent à votre nom. Et quatrièmement, je transmets toute cette affaire aux Marshals des États-Unis pour une enquête criminelle. Et mon père? Demanda Nettie, la voix stable. Votre père sera arrêté, mademoiselle Calloway. Les rouages de la justice tournent lentement, mais ils tournent. Nettie ferma les yeux un bref instant. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas, dit le juge. Remerciez votre mère. Elle a construit ce dossier depuis l'au-delà. Vous n'avez fait que le livrer. Sur ce, il rassembla ses papiers et partit. Maeve fut la première à bouger, serrant Nettie dans ses bras. Nettie resta là, se laissant étreindre. Ta mère serait fière, murmura Maeve. Ma mère serait furieuse que ça ait pris autant de temps, murmura Nettie en retour. Josiah et Livy se tenaient près de la porte, silencieux et vigilants. Quand Maeve la lâcha, Nettie ramassa le journal, le serrant fort contre sa poitrine. Nous devrions rentrer à la maison, bien, dit-elle en regardant Josiah. À votre ranch, si l'offre tient toujours. Elle tient toujours. Dehors, Slade se tenait de l'autre côté de la rue, les bras croisés, observant simplement. Il fera appel, dit Nettie, alors que Josiah l'aidait à monter dans le chariot. Laissez-le faire, répondit Josiah. Nous serons prêts. Vous le croyez vraiment, n'est-ce pas? Je crois que vous avez fait en sorte qu'un juge de circuit interrompe son déjeuner pour vous écouter. Je crois que vous avez tourné en bourrique un avocat 2 fois plus âgé que vous. Et je crois que votre mère savait que sa fille était assez forte pour utiliser ce journal. Oui, je le crois. Ils quittèrent Salina sous un soleil de plomb. À mi-chemin, un cavalier vint à leur rencontre. C'était un homme avec une étoile épinglée à son gilet, un marshal adjoint des États-Unis. Mademoiselle Calloway, je suis le marshal adjoint James Beckett. Le juge Waverly a envoyé un message. Je me rends à Abilene pour exécuter un mandat d'arrêt contre Harlan Calloway. La main de Nettie se resserra sur son journal. Il devient dangereux quand il est acculé. La plupart des hommes le sont, madame. C'est pourquoi ils m'ont envoyé moi au lieu d'une lettre. Beckett inclina son chapeau et passa devant eux en direction d'Abilene, la poussière se soulevant derrière lui. Nettie le regarda s'éloigner et pour la première fois, ses épaules se détendirent un peu. « Josiah, dit-elle doucement. »« Oui, merci d'avoir ouvert la porte. » Il continua simplement de conduire le chariot, se dirigeant vers l'ouest, vers la maison. Le marshal Beckett arriva à Abilene bien avant le coucher du soleil. La nouvelle revint avec un cavalier qui rattrapa leur chariot. « Le marshal a arrêté Harlan, » dit l'homme essoufflé. « Mais ça n'a pas été propre. »« Que s'est-il passé? » demanda Nettie en se redressant. « Harlan s'est barricadé dans la maison. Quand il est finalement sorti avec un fusil, il a commencé à crier à toute la rue que vous étiez une voleuse et que Josiah ici vous avait enlevé pour votre terre. Certains écoutaient, mais ensuite Mme Aldrich est sortie de sa maison. Elle s'est approchée de Harlan et a dit
Je l'ai entendu crier pendant 47 nuits. Vous pouvez aussi me traiter de menteuse. Toute la rue est devenue silencieuse après ça. Nettie ferma les yeux. Ce n'était pas du soulagement qu'elle ressentait, mais de la résolution. Où est-il maintenant? En prison. Beckett le détient pour le transport fédéral à Topeka. Quand ils furent à environ 1 mile du ranch, Nettie parla de nouveau. Il essaiera de me parler depuis cette cellule de prison. Il enverra un message, dira qu'il est désolé, qu'il a besoin de moi. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre, dit Josiah. Je sais, mais une partie de moi se souvient du père qu'il était avant toute cette tête boisson. Il m'a appris à monter à cheval. Il m'a construit une étagère pour mes livres. Sa voix se brisa une seconde. L'homme qui m'a enfermé dans cette cave n'est pas le même homme qui m'a construit cette étagère. Mais ils vivent dans le même corps, et je ne sais pas comment haïr l'un sans haïr l'autre. Josiah n'offrit pas de réconfort facile. Vous n'avez pas à régler tout ça ce soir, dit-il simplement. Je sais, répondit-elle, mais j'ai eu 47 jours sans rien faire d'autre que penser, et je n'ai toujours pas de réponse. Leurs corps avançaient d'eux-mêmes. Maeve fit du café et ils s'assirent tous les quatre sur le porche dans le noir. Nettie fixa la route. Il y a quelque chose que je dois faire demain, dit-elle. Qu'est-ce que c'est? Demanda Maeve. Je dois retourner à la maison de ma mère. Nettie, il est en prison. Je sais, mais j'ai fui cet endroit pendant 47 jours. Si je ne franchis pas cette porte de ma propre initiative, elle me possédera, tout comme lui. Personne ne dit un mot contre ça. Josiah hocha la tête et Maeve lui serra la main. Le silence de Levi signifiait qu'il serait là pour elle. J'irai seul, dit Nettie. Non, tu n'iras pas, répondirent les trois en même temps. Un petit rire rauque lui échappa. Très bien, mais j'entre la première. Le lendemain matin, ils se rendirent à la propriété des Calloway. Les autres attendirent à la clôture pendant que Nettie continuait seule. Elle s'arrêta à la porte d'entrée, sa main posée sur le loquet pendant 1 minute entière. Puis elle la poussa et entra. Il sembla qu'ils retinrent leur souffle pendant 20 minutes pendant qu'elle était à l'intérieur. Quand elle sortit de la maison, Nettie portait une petite boîte en bois. Son visage était strié de larmes, mais elle se tenait droite. « Les affaires de ma mère, dit-elle, et l'acte de propriété des droits sur l'eau, le vrai, elle l'avait cousu à l'intérieur de la doublure de son manteau d'hiver. » Maeve secoua la tête avec étonnement. « Elle cachait tout à la vue de tous, » expliqua Nettie. « On aurait dit qu'elle tenait juste sa maison, mais en réalité, elle construisait un arsenal. » Elle glissa la boîte sous son bras. « J'en ai fini ici. Je m'occuperai de la maison plus tard. Pour l'instant, je veux juste rentrer à la maison. » Elle fit une pause. « Je veux dire, à votre ranch. Vous avez une maison, dit Josiah doucement, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Elle monta sur son cheval, Copper, et s'éloigna sans un seul regard en arrière vers l'endroit qui avait été sa prison. 2 jours plus tard, un marshal adjoint vint au ranch. « Votre père est envoyé à Topeka pour un procès fédéral, » leur dit-il. « Le juge Waverly a annulé le transfert de l'acte, donc les droits sur l'eau sont officiellement à votre nom. Le shérif Briggs a démissionné et le juge Pruitt a nommé un remplaçant temporaire. »« Et Slade, l'avocat? » demanda Nettie. « Il s'est retiré ce matin et a quitté la ville. Je suppose qu'être lié à un homme qui enchaîne sa propre fille est mauvais pour les affaires. » Nettie hocha la tête, assimilant tout. « Alors, c'est fini? »« La partie légale l'est, » dit le marshal adjoint. « Le reste dépend de vous, mademoiselle Calloway. » Après son départ, Josiah demanda « Que voulez-vous qu'il se passe ensuite? » Elle réfléchit un long moment, capable enfin de respirer. « Je veux reconstruire la maison de ma mère, réparer les clôtures, planter son jardin, en faire ce qu'elle était, et je veux utiliser les droits sur l'eau comme elle le voulait, pour tout le monde en aval, juste pour tous. » Josiah se pencha en arrière, un petit sourire sur le visage. « C'est beaucoup de travail. » Nettie regarda l'horizon. « Je sais comment travailler. »« Pour vous faire connaître? » ?»« Je ne fais pas ça pour l'attention. Je le fais parce que ma mère a déposé ses droits pour protéger toute une communauté et mon père a essayé de les utiliser comme une arme. Je ne fais que remettre les choses en ordre. » La semaine suivante fut remplie de travail acharné et de paix. Nettie partageait son temps entre le ranch de Josiah et l'ancienne maison de sa mère, transportant du bois, réparant les clôtures et nettoyant le jardin.
Elle travaillait du lever au coucher du soleil, non plus par peur, mais avec un véritable sentiment de but. Lévi se présentait un jour sur deux. Il apportait ce dont ils avaient besoin du magasin général et restait pour aider avec les gros travaux. C'était un homme de peu de mots pendant qu'il travaillait, mais quand il prenait une pause, il posait des questions à Nettie sur la propriété, sur sa mère et sur ce qu'elle prévoyait de cultiver dans son jardin. C'étaient de petites questions patientes. Un après-midi, alors qu'il réparait le poulailler, Nettie s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi continuez-vous à faire tout ce chemin jusqu'ici? » Lévi posa son marteau. « Parce que vous avez besoin d'un coup de main. Beaucoup de gens ont besoin d'un coup de main. Vous ne faites pas 2 heures de route pour chacun d'eux. » Il croisa son regard. « Non, c'est certain. » Une compréhension silencieuse passa entre eux. Nettie fut la première à détourner le regard, mais un petit sourire effleura ses lèvres. « Passez-moi cette planche de bois. » Il la lui passa et leurs doigts se frôlèrent. Aucun d'eux ne dit un mot à ce sujet, mais la veille resta 1 heure de plus que d'habitude ce jour-là. Et quand il partit enfin, Nettie s'appuya contre la clôture et le regarda s'éloigner pendant un bon moment. Ce soir-là, Maeve passa avec un panier de souper et s'assit avec Nettie sur le porche pendant que Josiah s'occupait des chevaux. « Mon fils s'est entiché de vous, » dit Maeve sans détour. « Je sais. Et vous, vous l'aimez bien? » C'est une question assez simple. Rien dans ma vie n'est simple ces jours-ci. Ça ne le sera jamais. Ce n'est pas une réponse. Nettie tripota un fil lâche sur sa chemise. C'est un homme bon. Il a eu un fusil pointé sur lui et n'a même pas scellé. Il a roulé toute la nuit jusqu'à Salina. Il vient ici un jour sur deux et ne demande jamais rien en retour. C'est une liste de ses actes. J'ai demandé ce que vous ressentiez. Nettie resta silencieuse un long moment. J'ai l'impression d'avoir passé 4 ans perdu dans le noir et il était la première personne qui n'a pas essayé de me tirer vers la lumière. Il s'est juste tenu à proximité et m'a laissé la trouver par moi-même. Maeve pinça les lèvres, essayant de ne pas sourire, mais échouant. C'est la chose la plus gentille que quelqu'un n'ait jamais dite sur mon fils. Et je vais faire comme si je n'avais pas entendu pour ne pas me mettre à pleurer sur votre porche. Nettie rit. C'était un vrai rire cette fois, chaleureux et facile. 1 mois après l'arrestation, une lettre arriva pour Nettie. Elle arriva par la poste, adressée de la propre main de son père. Elle la tint pendant 1 heure avant de trouver le courage de l'ouvrir. Elle s'assit sur le porche de la maison de sa mère, qui était maintenant sa maison, fraîchement peinte avec un jardin qui commençait à verdir. Josiah proposa de s'asseoir avec elle pendant qu'elle la lisait, mais elle lui dit qu'elle devait le faire seule. Il hocha simplement la tête et se dirigea vers la clôture pour attendre. Elle déchira la lettre. Elle était courte. L'écriture de Harlan était tremblante, pire que dans ses souvenirs. La lettre disait qu'il était désolé. Elle disait que l'alcool l'avait emmené dans un endroit où il n'avait jamais eu l'intention d'aller. Il écrivit qu'il se souvenait avoir construit la petite étagère pour ses livres. Il disait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pardonne. Il voulait juste qu'elle sache que quelque part, au fond de lui, le père qui avait construit cette étagère était toujours là, et qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Nettie la relut 2 fois, puis elle la plia soigneusement et la plaça dans la boîte en bois avec les affaires de sa mère. Elle ne versa pas une larme, elle ne la déchira pas en morceaux. Elle la rangea simplement avec les autres pièces d'une vie qu'elle apprenait encore à porter. Quand Josiah revint sur le porche, elle leva les yeux vers lui et dit « Il dit qu'il est désolé. » Le croyez-vous? Je crois qu'il le pense aujourd'hui. Je ne crois pas que ça durera. Mais pour l'instant, je le crois, et je ne sais pas si c'est suffisant. Elle referma le couvercle de la boîte. Peut-être qu'un jour, je saurai. Peut-être qu'un jour, c'est bien assez pour l'instant. L'automne s'installa tôt cette année-là. Le jardin de Nettie donna sa première récolte de tomates, de courges et de haricots. Elle en apporta un panier plein au magasin de Maeve et le posa sur le comptoir sans dire un mot. Maeve baissa les yeux sur les légumes, puis releva les yeux vers Nettie et la serra dans une étreinte qui dura longtemps. Le juge Pritt passa au ranch un après-midi. Il s'assit avec Nettie et Josiah et leur dit que Harlan avait reconnu ses crimes à Topeka, 5 ans dans une prison fédérale. Et les droits sur l'eau étaient maintenant déposés auprès du comté au nom de Nettie, de manière permanente et sans contestation. « Votre mère aurait été si fière, » dit le juge. « Tout le monde n'arrête pas de me le dire. Je sais que c'est vrai. J'aimerais juste qu'elle soit là pour le voir elle-même. »
Prid hocha simplement la tête. Il comprenait un deuil que le temple ne guérit pas toujours. Il partit sans un autre mot, ce qui était exactement la bonne chose à faire. Lévi vint souper ce soir-là. Il venait souper la plupart des soirs, bien que personne n'ait encore mis de nom dessus. Il apporta une charge de bois de chauffage et un pot de confiture de sa mère. Nettie prépara un ragoût avec ses propres tomates. Josiah mangea avec eux, puis prétexta devoir vérifier des chevaux, une tâche qui n'était pas nécessaire, mais qui donnait aux deux jeunes un peu de temps seuls sur le porche. Ils s'assirent dans l'air frais de la nuit, et lui dit finalement, « J'ai quelque chose à vous demander. » Allez-y, demandez. Il y a une danse de la moisson en ville samedi prochain. Voudriez-vous? Oui. Je n'ai même pas fini la question. Vous n'aviez pas à le faire. Il éclata d'un large sourire. Elle lui sourit en retour. Et assise là, sur ce porche, avec un ragoût sur le poêle et un jardin qui poussait fort, Nettie Calloway ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 4 longues années. Ce n'était pas seulement la sécurité, elle l'avait trouvée au ranch de Josiah. Ce n'était pas la justice, elle l'avait trouvée dans une salle d'audience de Salina. Ce n'était même pas l'amour, bien que cela vienne lentement et sûrement, comme un homme qui apporte du bois de chauffage et ne demande rien. Elle se sentait libre. Non pas la liberté paniquée de la fuite, mais la liberté tranquille de choisir de rester, de choisir où elle prendrait position et avec qui elle se tiendrait. Josiah les regarda depuis la porte de la grange. Il pensa à une porte de cave et à un cadenas, et à 47 marques grattées sur un poteau en bois par une fille qui refusait d'oublier combien de jours elle avait passé. Il pensa à la façon dont il était parti chercher du fil de fer barbelé et était revenu avec une guerre sur les bras. Et il pensa à ce que Maeve lui avait dit ce premier jour dans le magasin, les mots qui avaient tout déclenché. Vous n'êtes pas le genre d'homme qui peut ne plus voir quelque chose une fois qu'il l'a vu. Elle avait raison sur ce point. Il ne pouvait pas ne plus le voir. Et il en était bien content. La danse de la moisson eut lieu ce samedi-là. Nettie portait une robe en coton bleu que Maeve lui avait cousue. Levi portait une chemise propre et des bottes qu'il avait cirées jusqu'à ce qu'elles brillent à la lumière des lampes. Ils dansèrent 3 chansons et Nettie lui marcha sur les pieds 2 fois. Il n'en dit jamais un mot. Madame Aldrich les regarda depuis une chaise contre le mur, des larmes de joie coulant sur son visage. Le Reverend Pike jouait du violon, et il n'était pas très bon, mais personne ne semblait s'en soucier. Le docteur Hensley offrit un verre de cidre à Nettie et lui dit « Votre mère danserait juste là, à côté de vous. »« Elle y est, » dit Nettie avec un petit sourire. Josiah se tenait près du bord de la pièce, observant simplement. Maeve vint se tenir à côté de lui. « Vous avez fait une bonne chose, Josiah Crane. »« J'ai juste ouvert une porte. C'est à ça que ressemble une bonne chose parfois, juste ouvrir une porte pour quelqu'un. » La musique continua et les gens dansèrent. Nettie rit de quelque chose que Levi lui murmura, et le son traversa la pièce comme une cloche qui avait été silencieuse pendant des années. Et quelque part, dans une prison fédérale à Topeka, Harlan Calloway était assis seul dans sa cellule, écoutant le silence et comptant ses jours. Tout comme sa fille l'avait fait. Une marque à la fois. La différence, c'est que Nettie avait arrêté de compter. Elle n'en avait plus besoin. La porte était ouverte. Les marques sur ce poteau faisaient une partie de son passé, et la vie qui s'étendait devant elle était la sienne. Elle n'avait pas été donnée, et elle n'avait pas été volée. Elle avait été gagnée. Elle avait gagné chaque jour de cette vie. Maintenant, si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire et dites-moi quelle partie de l'histoire vous a vraiment marqué. Dites-moi quelle heure il est là où vous écoutez et quel état ou pays vous appelez votre chez vous. Chaque histoire que nous partageons est racontée avec beaucoup de soin. Certains détails peuvent être modifiés pour faire ressortir le sens, et les images que vous voyez sont créées avec une intelligence artificielle pour donner vie aux émotions. Si vous appréciez ce genre de narration, restez dans les parages. Nous avons d'autres histoires en préparation, et peut-être que la prochaine vous rappellera que peu importe depuis combien de temps vous comptez des marques sur un poteau, il suffit d'une seule porte ouverte pour recommencer. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour offrir des histoires significatives avec de précieuses leçons de vie. Chaque récit est conçu pour divertir, inspirer et donner du pouvoir à notre public. Nous croyons que les grandes histoires peuvent changer des vies et nous nous engageons à vous apporter un contenu qui compte. Merci de faire partie de notre communauté.